Donc l'étude Epiphare, le ministère de la Santé fait sa propre publicité, puisqu'Epiphare, c'est un GIS qui n'est pas non plus sans lien avec le ministère de la Santé, bien évidemment. Et donc a sorti ces deux études, en fait, il n'y en a pas qu'une seule, deux études, impact de la vaccination sur le risque de forme grave de Covid-19. La vaccination est efficace à plus de 90% pour réduire les formes graves de Covid-19 chez les personnes de 50 ans et plus en France. Donc le plus de 90%, c'est quand même énorme. Il n'y a aucun pays qui se vante d'avoir aussi fort. Hein. Donc voilà, l'étude Epiphare montre une efficacité vaccinale qui, en France, surpasse tout ce qu'on a vu nulle part ailleurs. Donc on n'a pas encore eu d'études pour expliquer pourquoi on était aussi différent des autres. Peut-être voilà une combinaison de Pfizer avec le vin et le fromage qui est tellement parfaite qu'elle protège entièrement de la Covid-19. Enfin bon. Du coup, ça fait partie des manques de cette étude-là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de référence, on ne se réfère pas à d'autres pays pour vérifier ce qu'on est en train de raconter. Il n'y a pas de référence, on va le voir, à des choses toutes causes. Et puis, bon, c'est pas une étude qui a été déposée pour une revue scientifique, donc déjà, il n'y a pas eu de déclaration préalable d'étude, et puis, il n'y a aucune relecture par les pairs non plus. Donc, c'est vraiment le ministère de la Santé qui s'évalue tout seul. Donc ça, c'est une espèce de vice de forme. C'est peut-être d'ailleurs ça qui a le plus touché les sénateurs qui ont vu la contre-étude, c'est que se dire de toute façon, qu'est-ce qu'on peut faire d'une information comme ça, où ce sont des gens associés au ministère de la Santé qui finalement disent le ministère de la Santé fait extrêmement bien son travail, il n'y a bien qu'une seule solution. Et donc du coup, voilà, on a fait cette contre-étude aussi dans cet esprit-là, en disant, mais non, mais de toute façon, il n'y a personne qui l'a relu, bah, donc faisons-le, on va montrer tous les biais qu'il y a à l'intérieur. Et donc du coup, voilà, on a essayé de la démonter pour dire que c'était pas vrai. Et donc, juste après, quelques jours après qu'on ait répondu, j'ai fait une vidéo dessus aussi. Et donc, ça, c'est le directeur de Epiphare qui a répondu. Donc, un tweet sur Twitter qui a dit une seule phrase à destination des personnes qui ont réagi violemment suite à l'étude d'Epiphare. Les vaccins sont très efficaces, les vaccins sont très efficaces, les vaccins sont très efficaces, les vaccins sont très, très efficaces. Bon, d'ailleurs, il a écrit les vaccins sont très efficaces. Mais du coup, voilà, je pense qu'on est arrivé au point où même le directeur d'Epiphare, avec son étude, finalement, on arrive à la méthode Coué. C'est ça. Donc, on a une étude qui finalement se fait démonter, hein, qui n'a pas réussi à montrer quoi que ce soit. Donc, passons directement à la méthode Coué. Finalement, là-dessus, bah, on n'aura rien à dire. Hein. Là, ça parle de lui-même. Et puis, bon, voilà, une fois qu'il a dit ça, bon, bah, ça y est, c'est bon, tous les problèmes sont réglés. Donc, bah, la vraie science ne dit pas si Mahmoud Zurek, finalement, a répété 3 fois sa phrase, mais en tapant dans les mains et en étant à cloche-pied. La vraie science nous disant qu'il n'y a que comme ça qu'on fait que la prophétie se réalise. Donc, il nous le dira. Hein, il y aura peut-être un article de debunk de Libération pour nous dire que si, il a bien fait, il a bien fait tout ça pour que le protocole soit respecté et que la prophétie Epiphare se réalise et que les vaccins soient très, très efficaces. Mais bon, passons maintenant. Ce que je vous propose, c'est quand même de regarder ce qu'il y a à l'intérieur de cette étude Epiphare pour qu'on comprenne ensemble ce qu'il y a, les méthodes qui sont utilisées et donc ce qu'on peut en dire. Donc la première chose de ces deux études Epiphare, ce sont les sources. Donc il y a 2 études, parce qu'il y a une étude qui va de 50 à 74 ans et une étude sur les sujets de 75 ans et plus. Et donc là, ce qu'elle nous explique dans Epiphare, la cohorte de sujets âgés de 75 ans et plus vaccinés a été identifiée à partir de la base de données nationale pseudonymisée VAXI, mise en œuvre par l'assurance maladie. Donc tous les vaccinés, vous êtes dans la base VAXI. Ça, il faut le savoir, hein, l'État, du coup, a récupéré vos informations et vous êtes inscrit dans une base. Ces données ont été couplées au système national des données de santé SNDS afin de décrire leurs caractéristiques sociodémographiques, leur comorbidité, ainsi d'identifier la cohorte des sujets âgés de 75 ans et plus non vaccinés. Donc le SNDS, je ne sais pas si les gens le savent, mais c'est une base de données sur laquelle il y a vos informations de santé, avec laquelle on peut jouer. Donc, on sait plein de choses sur vous, hein, sur le fait si vous êtes obèse, si vous fumez, vous avez des problèmes cardiaques. Voilà, tout est, même si vous êtes pauvre, hein, c'est écrit là-dedans, de façon à vous identifier. Donc là, c'est à des fins statistiques, mais vu toutes les barrières qui sont en train de sauter sur la protection des données personnelles et sur ce que l'État peut en faire, on peut aujourd'hui commencer à imaginer un petit peu la manière dont l'État va pouvoir se servir de vos données de santé de façon à vous considérer dans cette société. Et ensuite, le plus important, donc ça, les premières lignes, ça nous dit quand même qu'on a plein de données sur les vaccinés et non vaccinés, donc on va pouvoir faire des choses probablement intéressantes statistiquement.
Mais là, ça se gâte dès la phrase d'après. Les événements d'intérêt, hospitalisation pour Covid, décès survenant au cours de l'hospitalisation pour Covid, ont été définis à partir de données d'hospitalisation du programme de médicalisation des systèmes d'information, PMSI, Fast Track, collectées et restituées par l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation, ATIH. Cela signifie que les seules données utilisées dans cette étude, ce sont les données Covid. Et pas du tout les décès toutes causes ou les hospitalisations toutes causes. Voilà, on se concentre uniquement sur la Covid et pas sur les autres aspects. Et donc ça, c'est un biais énorme. Juste, je vous le rappelle, je vous l'ai montré pas mal de fois. La dernière fois, c'était sur l'étude de l'adresse. Je vous avais montré que cette statistique, par exemple, du nombre de tests positifs selon le statut vaccinal était entièrement biaisée, puisque les non-vaccinés sont bien plus testés en proportion que les vaccinés, et donc ça biaise absolument tous les chiffres. Et donc, on a beaucoup plus de non-vaccinés testés positifs, et donc le biais va être transporté dans l'étude de Epifar, donc on aura le même biais, donc on va trouver une efficacité vaccinale qui sera complètement biaisée du fait qu'on ne teste pas les vaccinés. Et puis pour preuve de ça, je vous avais remonté le graphique. Là, on voit une explosion du nombre de tests positifs à partir du moment où il y a le pass sanitaire, et on voit bien que s'il y a des tests positifs, c'est pas juste parce qu'on teste beaucoup plus les gens. C'est ce qu'on avait dit la dernière fois. C'est tout. Voilà. Et les gens qu'on teste, ce sont des non-vaccinés. Et puis, je vous rappelle, je vous avais dit la dernière fois que la Haute Autorité de la Santé considère que les valeurs des seuils minimales des tests Covid-19 pour des tests sérologiques sont estimées à 98% pour la spécificité clinique. La spécificité clinique, pardon, c'est ce qui parle des faux positifs. Et donc, c'est une question qui m'a été posée depuis, de revenir un petit peu dessus. Donc, je fais juste une slide dessus. C'est pour montrer que les tests de la Covid-19 ne sont pas parfaits. Hein. Donc, et là, c'est les tests sérologiques. Donc, les tests RT-PCR, c'est pire. Donc, que signifie une spécificité des tests à 98%? Et on va imaginer qu'on a une population ici de 1 million de personnes, qu'on va tous tester. Et il n'y en a aucun qui est porteur de la Covid-19. On teste absolument tout le monde. Les 1 million de personnes, ils vont tous très bien, et on utilise un test qui a une spécificité à 98%. Donc, dans notre population, que tout le monde va très bien, il n'y a pas un Covid-19, on aura des vrais négatifs, donc des gens qui vont sortir négatifs qui ne sont pas porteurs, et on aura des faux positifs, c'est-à-dire des gens qui vont sortir positifs alors qu'ils ne sont pas porteurs du tout. Ils ne sont pas malades non plus. La spécificité d'un test, c'est le nombre de vrais négatifs divisé par le total de la population, en fait, ici, puisque personne n'est malade. Donc, le nombre de vrais négatifs divisé par le nombre de vrais négatifs plus le nombre de faux positifs. Comme personne n'est malade, on n'a que ces deux cas-là. Donc, notre 98% du test, c'est notre nombre de vrais négatifs divisé par 1 million. Donc, sur 1 million de personnes, en fait, des vrais négatifs, on en a 980 000, et des faux positifs, on en a 20 000. Donc, imaginons une population de 1 million de personnes qui n'ont rien, on leur fait tous des tests Covid avec une spécificité à 98%, on va trouver 20 000 positifs. C'est pas anodin que je vous parle de 1 million parce que c'est le nombre maximum qu'on a eu cet été. Donc ici, vous voyez un pic où on teste 1 million de personnes le même jour. Vous testez 1 million de personnes le même jour qui n'ont rien, qui n'ont absolument pas de Covid-19 sur eux, vous en aurez 20 000 de positifs avec des tests sérologiques, probablement bien plus avec des tests RT-PCR. Ce qui veut dire que dans l'été, avec des taux de positivité qui tournent autour de 3-4 là, depuis le début de l'été, en fait, depuis qu'on a passé l'hiver dernier, statistiquement, on ne peut pas affirmer, en voyant cette courbe-là, qu'il existe vraiment un positif quelque part. Donc, les tests ne nous permettent pas de le dire du tout. Et le vague qu'on a, ce qu'on a appelé je ne sais plus combienième vague on est, la 4e vague, c'est une vague de tests, mais qui, vu ce taux de positivité, ne correspond absolument pas au fait de pouvoir affirmer à partir de ces tests qu'il existe une épidémie. De toute façon, une épidémie, c'est quand il y a des malades et pas quand il y a des tests positifs. Ça n'a absolument rien à voir. Si jamais on s'amusait, j'ai expliqué, je pense que les gens avaient bien compris avec ça, on s'amusait en France, on prenait tous les petits garçons français qui doit être 800 000 à peu près de 10 ans, voilà, 800 000 garçons français de 10 ans, on leur fait à tous, à ces petits garçons-là, un test de grossesse, on va en trouver des positifs dedans, parce que le test n'est pas fiable à 100%, et si on fait 800 000 fois, on va trouver du positif. Avec la logique Covid, ces petits garçons de 10 ans avec un test de grossesse positif, ils seront dans la case grossesse asymptomatique. C'est ça qu'on fait avec les tests Covid, en parlant de côté asymptomatique. Donc voilà, c'est juste ce qu'on appelle du faux positif, et on ne peut pas exclure le fait qu'en fait, il ne s'est absolument rien passé. Donc voilà. Pour finir avec cette histoire de biais de la Covid, en plus, je vous ai montré la dernière fois qu'au-delà des tests, en plus, quand des non-vaccinés décèdent à l'hôpital,
et sont déclarés Covid, on se remarque qu'ils ont assez peu souvent en fait été testés. Hein. Quand on a un non vacciné qui arrive à l'hôpital et qui décède, il va souvent être déclaré Covid et il n'y en a que 61% qui ont vraiment un test positif. Alors que quand un vacciné décède à l'hôpital, il faut vraiment qu'il ait son test positif hein, pour qu'on le déclare Covid. Donc il y a un énorme biais. Donc, qui va être vrai tout le temps. Il y a un biais de sélection partout sur les statistiques Covid de déclaration. Biais lié au test pour tout le volet jusqu'à l'hospitalisation. Et puis pour le volet décès, c'est encore pire. Là, on a un biais total, non expliqué, hein, sur lequel, voilà, un non-vacciné décède, bah, on va plutôt considérer que c'est la Covid. Et si c'est un vacciné, on va plutôt considérer que non. Donc, de toute façon, à partir de là, toutes les données sont biaisées. Et je vous ai même montré aussi pour rigoler que voilà, à Paris, il y a l'air d'avoir et dans le Nord, donc c'est-à-dire autour des hôpitaux dans lesquels on a des directeurs qui sont des fins défenseurs de la Covid-19 et de la vaccination Covid-19, lapsus. Et donc, qui défendent le fait notamment de ne pas filer d'antibiotiques à leurs patients, par exemple, ben, on a quand même beaucoup de déclarations de Covid-19 sur ces territoires-là. Et le plus drôle, évidemment, ça a été au mois de ça ce sont la même chose, de la part des décès déclarés Covid-19, mais du 30 août au 5 septembre, juste après le nouvel arrivant à Marseille qui a pris la direction de l'hôpital. Et donc là, tous les chiffres Covid ont explosé dans la déclaration, en tout cas, des décès Covid à l'hôpital, et qui dépasse largement la part de population des Français de 60 ans et plus, qui montrait que voilà, qu'il fallait peut-être tester les Parisiens quand ils venaient prendre le contrôle des hôpitaux ailleurs, parce qu'ils avaient l'air de propager la Covid avec eux, ou bien au moins les statistiques. Donc voilà, donc il y a les biais Covid, ils existent, ils sont énormes, et fatalement, si on fait une étude qui utilise ces données-là, ben on a une étude biaisée d'emblée. Et donc, il faut faire une étude toute cause, décès toute cause, hospitalisation toute cause. On peut regarder la Covid aussi, mais il faut regarder toute cause pour au moins contrôler ce qu'on est en train de faire. Si on ne le fait pas, c'est volontaire. Bon, il y a un autre problème dans Epiphar, dans leur étude, c'est des problèmes de double comptage. Donc ça, c'est quelque chose qui a été relevé plusieurs fois sur Internet, mais il n'y avait pas d'explication avec, ou en tout cas, elle n'était pas juste. Par exemple, pour les 75 ans et plus, Epiphar nous informe que la formulation est quand même extrêmement mal choisie de la part d'Epiphar, parce qu'ils nous disent qu'ils ont suivi 7,2 millions de personnes âgées de 75 ans et plus, 3,6 millions de vaccinés et 3,6 millions de non-vaccinés. Et donc ça, c'est un problème, parce que 7,2 millions de personnes âgées de 75 ans et plus, en France, ça n'existe pas. D'après l'INSEE, hein, il y en a 6,4 millions. Donc, l'INSEE n'est pas une unité près, hein, évidemment, tout ça, ça peut se discuter, sauf que 800 000, c'est quand même beaucoup, surtout quand on est en train de parler de gens qui sont inscrits au SNDS, donc c'est-à-dire qui sont dans le système de santé français, donc qui sont inscrits à la Sécu et qui ont une carte vitale, quoi. Donc, l'INSEE soit capable de louper 800 000 personnes qui sont inscrites à la Sécu, c'est vraiment peu crédible. Donc là, on a un gros problème, et ça a été relevé, la formulation est extrêmement maladroite, ils n'ont pas du tout suivi 7,2 millions de personnes âgées de 75 ans et plus dans les 75 ans et plus, pardon, dans Epiphar, ça n'est pas possible. On n'est pas ce nombre-là. Donc, il faut aller un peu plus loin dans le document pour comprendre ce qu'ils ont fait. Donc, ils ont toujours leurs 3,6 millions, là, vaccinés, 3,6 millions témoins, mais ils expliquent qu'en fait, il y a 2,4 millions dans le groupe vacciné, 2,4 millions dans le non vacciné, et qu'il y en a 1,2 million qui font en fait la navette entre les deux. Donc, c'est-à-dire que les gens qui n'étaient pas vaccinés au départ et qui sont vaccinés ensuite, eh bien, ils sont dans les deux cohortes, à la fois du côté des vaccinés et du côté des non-vaccinés. Donc ça, alors c'est pas franchement habituel dans une étude, mais enfin, on n'est pas du tout, c'est pas du tout une étude, je l'aurais peut-être dû le dire au départ, mais c'est une étude qui est faite à partir de données administratives. C'est pas du tout une étude là en double aveugle avec une cohorte qu'on suit avec des protocoles. Non, c'est pour ça d'ailleurs que les statistiques Covid utilisées sont moisies, c'est qu'en fait, il s'agit de données déclaratives qu'on récupère avec le nez de la Sécu, et puis ensuite on fait une étude avec. Donc jamais on a construit une cohorte pour valider le truc, et on construit, l'étude veut construire ce qu'on appelle des pseudo-cohortes, donc reconstruire des cohortes à partir des données du passé. Et donc en faisant ça, ils choisissent une méthode là où il y a des gens qui vont compter 2 fois, et d'où le fait qu'ils ont 7,2 millions alors qu'il n'y a que 6,4 millions de 75 ans et plus en France. Et donc, ça pose un gros problème, ce double comptage. Donc, déjà, c'est pas habituel. On sort du cadre habituel, mais ça, limite, pourquoi pas, si on réussit à le justifier. Mais là, on a un gros problème de justification, à mon sens. C'est que cette méthode-là, ça fait qu'on est incapable de voir, on va dire, un effet vaccinal de long terme. Tout simplement parce qu'on abandonne au fur et à mesure les primo-vaccinés.
Ce qui se passe, c'est que quand la cohorte se construit au début, donc les premiers vaccinés rentrent dans l'étude, et on leur associe à chaque vacciné un non-vacciné. C'est comme ça qu'on fait, on suit la cohorte. Sauf que les primo-vaccinés, quand on fait l'appariement, ils ont énormément, une probabilité très forte de tomber sur un non-vacciné qui va se faire vacciner plus tard. Et donc quand ça arrive, ici, donc là on passe en observation avec notre vacciné, notre non-vacciné, mais dès que le non-vacciné, il se fait vacciner, du coup c'est plus un non-vacciné, ce qui fait qu'on arrête le suivi du premier vacciné. Tout ce qui va lui arriver après, c'est non observé. Et donc l'ancien non-vacciné qui est devenu vacciné, ensuite on lui associe un non-vacciné qui, lui, va probablement le rester. Et du coup, ça pose un énorme problème parce que si on imagine qu'on peut attraper la Covid plus tard à d'autres moments, notre primo-vacciné, là, si jamais il l'attrape plus tard, la Covid, jamais on va le savoir puisqu'il n'est plus observé, il est sorti de l'étude. Donc on est incapable de savoir si il sera malade plus tard. Alors que les non-vaccinés qu'on chope tardivement, eux, s'ils sont malades plus tard, on va les avoir. Donc là, on a un vrai biais de sélection où on est incapable d'observer s'il y a une baisse de l'efficacité vaccinale à long terme. Et c'est d'ailleurs un des résultats de leur étude où ils annoncent d'emblée de jeu, avec notre étude, on prouve qu'il n'y a pas de baisse de l'efficacité vaccinale. Ah bah oui, c'est normal, puisque vous arrêtez de suivre précocement les gens. Donc c'est par construction de la méthode que vous ne pouvez pas savoir s'il y a une baisse d'efficacité vaccinale, ou en tout cas que vous ne le mesurez pas. Mais c'est très clairement la méthode qui fait ça, c'est pas du tout le résultat. Vincent Pavant nous expliquait que les mathématiques, ça sert à prouver qu'un quadrupède est un animal à quatre pattes. C'est ce qu'ils font, quoi. On arrête de suivre les vaccinés et donc du coup, on en déduit que la vaccination est efficace à long terme. Voilà, fatalement, c'est le résultat. D'ailleurs, j'avais juste calculé, je l'ai mis dans le document, mais en gros, ça fait quand même. Donc là, on a des gens qu'on a arrêté de suivre. Donc c'est des gens, non, ici, des gens qui ont été comptés 2 fois, ils sont quand même 1,2 million. Donc, c'est-à-dire que dans les primo-vaccinés, là, donc sur les 3 millions, donc on a dit combien 2 millions et quelques, 2,4 millions, il y en a 1,2 million, presque la moitié, qu'on abandonne en cours de route. Donc, c'est-à-dire que si on a une baisse d'efficacité vaccinale, de toute façon, il y a la moitié des primo-vaccinés qu'on ne suit plus. Donc, si vous regardez les études de l'adresse qui vous disent des chiffres genre 80 avec les données qui ne sont pas bonnes, l'adresse dit 80% d'efficacité des vaccins à long terme, donc c'est-à-dire 20% de ratés. Là, en oubliant la moitié des primo-vaccinés, l'Épiphare dit 90%. Oui, ils sont passés de 20% de ratés à 10% de ratés, tout simplement parce qu'ils auraient été suivis de la moitié. Voilà, encore une fois, là, c'est des maths simples. Hein. Si on oublie la moitié des gens, on a une efficacité qui est multipliée par 2. Ça s'arrête là. Donc voilà, c'est un énorme biais de cette étude-là, c'est qu'on, de toute façon, on ne suit pas les gens à long terme et surtout pas ceux qui ont été vaccinés les premiers. Donc ça, c'est un gros biais. Ensuite, il y a un autre énorme biais quand même, si on compare les deux cohortes. On a quand même des non-vaccinés qui sont quand même vachement mal en point dans Épiphare. Épiphare, quand ils nous mettent un non-vacciné en face d'un vacciné, ils le font sur 4 critères. Il faut que les 2 personnes soient nées la même année. Donc là, c'est ce qu'on voit. Il y a absolument parfaitement les mêmes tranches d'âge partout. C'est normal puisque c'est un des critères. Il faut que les personnes soient de même sexe. Et donc là, pareil, on a même le même sexe de chaque côté, entre le non-vacciné et le vacciné. Il faut qu'ils soient de la même région, donc ça marche aussi. Et il faut que ce soit le même type de population au sens du lieu de résidence, donc c'est-à-dire des gens en EHPAD ou des gens pas en EHPAD. Donc voilà, donc c'est une personne de 78 ans, un homme de 78 ans de Bretagne qui vit en EHPAD sera pareillé avec un autre homme de 78 ans vivant en Bretagne en EHPAD, voilà, un non vacciné avec un vacciné. Donc tout ça, c'est parfaitement de façon à suivre. Sauf que, maintenant qu'on a dit ça, il y a d'autres informations sur les non vaccinés et les vaccinés. Donc vous allez dans le document un peu plus loin et vous vous rendez compte qu'il y a un indice de défavorisation, en gros de pauvreté, quoi, et vous vous rendez compte que les indices 4-5, donc les plus pauvres, les non vaccinés sont quand même vachement plus défavorisés que les vaccinés. Ça, c'est un peu pénible, hein, parce que quand vous faites une étude, et surtout là, une étude, on évalue la mortalité et le risque d'être hospitalisé, le fait d'être très pauvre, globalement, ça ne vous donne pas une grande chance de survie. Et les pauvres vivent moins longtemps que les riches. Et aussi, ils sont plus souvent malades. L'indice de fragilité, c'est un peu la même chose. Ils sont aussi beaucoup plus fragiles, nos non-vaccinés que nos vaccinés. Donc ça, c'est un problème aussi. Troubles liés à l'usage de l'alcool. On a aussi beaucoup plus d'alcooliques du côté des non-vaccinés que des vaccinés, ce qui n'est pas terrible également pour la santé. Le tabac, c'est pareil. Le weed est dans la case d'après. Donc, on a beaucoup plus de fumeurs chez les non-vaccinés.
c'est un problème. Et troubles liés à l'obésité, on a aussi beaucoup plus d'obèses chez les non-vaccinés. Donc nos non-vaccinés sont plus souvent fumeurs, alcooliques, obèses, pauvres que nos vaccinés. Et donc fatalement, on va trouver qu'ils survivent moins bien. Et ça me paraît pas très étonnant comme résultat. Ensuite, il y a d'autres caractéristiques qui ont l'air plus équilibrées, mais c'est sur les pathologies. Et ça, il y a un problème de biais là-dessus, puisque les pauvres se font beaucoup moins suivre que les riches. Et donc, il est normal de voir chez les riches plus de pathologies détectées que chez les pauvres, et pas plus de pathologies tout court. Donc, la moindre des choses, c'est qu'avec les informations qu'on a et qu'on peut considérer à peu près fiables, c'est-à-dire tabac, fragilité, alcoolisme, obésité, indice de défavorisation, ben, là-dessus, on fasse aussi l'appariement. Donc, les 4 premiers critères, ils ne sont absolument pas suffisants pour avoir un appariement qui soit correct. Il faut au moins prendre des choses dont on sait qu'elles influencent fortement la santé. Et donc là, ils le mettent, hein, et ils nous disent Epipher, mais non, tout ça, vous inquiétez pas, on l'a corrigé. Et on l'a corrigé comment? On a sorti la formule magique du modèle de Cox multivarié. Donc, c'est-à-dire qu'Epipher sait très bien que tout ce que je viens de dire là, que c'était un énorme problème de ne pas avoir du tout la même chose du côté des vaccinés et des non-vaccinés, donc c'est un énorme biais. Et plutôt que de le prendre en caractéristique pour faire l'appariement de manière correcte, ils disent non, non, on va corriger ça. Et ça veut dire qu'en fait, ils attribuent des scores, si vous voulez, en fonction des pathologies pour pondérer les résultats, pour améliorer un peu le score des non-vaccinés qui sont quand même lourdement touchés. Mais alors, le modèle de Cox, il a des hypothèses avant de pouvoir l'utiliser. Et les hypothèses, il faut quand même les vérifier à un moment. Enfin, c'est quand même des maths. Il y a des maths derrière. On s'appuie sur des modèles. C'est un modèle mathématique. Et le modèle mathématique, on ne sait pas une formule qui s'applique comme ça en disant c'est bon, mettez la formule et ça marche. Il faut quand même vérifier qu'on n'est pas en train de raconter n'importe quoi. Par exemple, il faut que le risque de chaque covariable soit constant. Imaginez que voilà, il y a un risque de décéder quand on est fumeur dans l'année et que ça varie tout au long de l'année. Donc, soit ça varie tout au long de l'année, soit c'est constant. Le modèle de Cox, vous avez le droit de l'utiliser si, par exemple, pour la caractéristique fumeur, votre probabilité de décès au long de l'année, elle est exactement la même. Donc, il n'y a pas de variation dans le risque de décéder si vous êtes fumeur. Alors, si en revanche, votre probabilité de décès change dans l'année sur le fait que vous soyez fumeur, le modèle de Cox s'effondre. La covariable, elle ne doit pas dépendre du temps. Et comme là, on est quand même sur quelque chose, le décès ou le fait d'être hospitalisé, qui dépend énormément du temps, on ne serait pas étonné de se rendre compte que les fumeurs, ils ont le problème de santé, toutes choses égales par ailleurs, plus important l'hiver que l'été, un peu comme tout le reste. Et donc, il y a quand même des vérifications à faire où l'Epipher devrait normalement nous montrer des graphiques en disant, regardez, avec tel graphique, on voit quand même que ça ne dépend pas trop du temps au moins, et donc on est capable de le faire. Ils ne l'ont pas fait. Et franchement, ça m'étonnerait qu'ils y arrivent. Mais bon, pourquoi pas. Mais au moins, ils devraient quand même justifier leur modèle. La deuxième chose, c'est que le modèle de Cox, il suppose que les risques s'additionnent. Les modèles de Cox, c'est un modèle, là, donc on rentre la vraie vie dans une équation, tout simplement, et sur le risque de décès. Donc, il y a un risque de décès qui dépend du temps, et ensuite, il y a tous les risques de décès qu'on a vus, les covariables qui ne dépendent pas du temps. Et ces risques de décès, comme c'est une équation avec une addition, hein, le modèle de Cox, il faut que ça s'additionne. C'est-à-dire, si on imagine que votre probabilité de décès, si vous êtes fumeur, c'est 1 sur 10, que votre probabilité de décès, si vous êtes obèse, c'est 1 sur 10, quand vous faites le modèle de Cox, c'est que vous considérez que la probabilité de décès quand vous êtes fumeur et obèse, c'est la somme des deux, c'est donc 2 sur 10. Si jamais vous considérez qu'il y a des covariables qui ne s'additionnent pas, mais qui, on va dire, dont les problèmes auraient tendance à augmenter bien plus lorsqu'elles sont présentes toutes les deux. Par exemple, si le fait d'être fumeur et obèse aux probabilités de décès, ça devient 4 sur 10 et c'est bien plus fort que l'addition des deux, dans ces cas-là, le modèle s'effondre. Et ça, il y a quand même des gens qui pensent que additionner des facteurs aggravants, en fait, ça ne fait pas que s'additionner, mais ça augmente bien plus. Ou bien le côté inverse aussi, c'est-à-dire que voilà, si vous êtes fumeur et obèse, vous gardez le 1 sur 10 de probabilité de décès supplémentaire parce qu'en fait, c'est le plus fort des deux qui l'emporte et c'est tout. Dans ces cas-là, si c'est le cas aussi, le modèle s'effondre. Et il n'y a rien qui nous prouve que dans la vraie vie, toutes les covariables, le fait d'être pauvre et fumeur, pauvre et obèse, pauvre et alcoolique, obèse, etc., si vous combinez les variables, ça s'additionne parfaitement. La vraie vie, ça ne s'additionne pas, hein.
ces différents modèles, ils ont été inventés en utilisant les mathématiques, en essayant de les faire correspondre à la vraie vie, mais ça marche pas génial globalement. Pour avoir essayé de faire des modèles de Cox après la crise de 2008 sur la survie des entreprises, ça marche pas terrible et c'est normal. La vraie vie, ça s'additionne pas, hein, c'est pas des chiffres. Et donc là, c'est pareil, il faudrait quand même avoir quelques vérifications pour que, à minima, Epifar nous dise que oui, on a quand même raison de considérer que ça s'additionne. Bon, voilà, il n'y a rien qui est fait. Et donc, de toute façon, le modèle de Cox, c'est vraiment un cache-misère sur le fait qu'ils essayent de corriger un truc qu'ils n'ont pas pris en compte, quoi. Ils n'ont pas fait l'appariement correct entre les vaccinés et non vaccinés, et donc derrière, ils font une correction en disant les maths, c'est magique, et puis du coup, ça va tout corriger. Ben non, ça ne marche pas comme ça. Donc bref, donc là, il n'y a pas grand-chose qui de toute façon, il faudrait une justification supplémentaire, et c'est pas parce qu'on a fait un modèle de Cox, ça c'est important, hein. C'est pas parce qu'on vous dit j'ai fait un modèle, voilà, j'ai fait une étude scientifique que je publie dans une grande revue, n'importe laquelle. Il y en a des tas comme ça, où derrière ils disent j'ai fait un modèle, mais le modèle il vaut pas un clou, hein. C'est pas parce qu'il y a écrit modèle dessus que ça doit vous impressionner et que ce qui est à l'intérieur c'est juste. Et les modèles sont bien souvent le cache-misère qui permettent de masquer le fait que soit on raconte pas grand-chose, ou soit ce qu'on dit ça repose sur rien. Et c'est assez facile de faire des modèles et de trafiquer des modèles de façon à prouver quelque chose. Il y en a plein qui ont été faits sur la propagation épidémique, par exemple, avec des trucs qui sont passés au logarithme. Enfin bref, c'est des hontes absolues. Mais voilà, il y a écrit modèle et du coup ça passe et on critique pas. Bah non, c'est pas comme ça que ça marche. Et pourtant, faire une étude sans biais, c'est possible et c'est pas si compliqué, hein. Je vous ai dit que si on fait un appariement correct, déjà c'est pas mal. Et puis on pourrait parler quand même des décès toutes causes et des hospitalisations toutes causes. Et pourquoi est-ce qu'il faut parler du toute cause ? Déjà, il y a un biais qui est non mesurable ici avec cette étude-là, non mesuré, qui est le biais lié à l'injection elle-même. Je vais prendre un exemple totalement fortuit. Imaginez que vous avez une population au sein de laquelle vous avez des personnes fragiles et des personnes robustes, ici. Imaginons que vous lancez une campagne de vaccination et que l'injection en elle-même provoque des décès chez les personnes fragiles. Ça a été exactement le discours gouvernemental, je ne sais pas si vous vous rappelez, à l'hiver dernier, où il y avait des remontées de décès après injection dans les EHPAD, disaient non, mais c'est des personnes fragiles, ça compte pas. Voilà, donc en tout cas, les médias en ont parlé et le gouvernement aussi. Et donc, si vous faites ça, derrière, vous avez une population qui est diminuée du nombre de personnes fragiles. Et donc, il reste les personnes robustes. Ensuite, mettons qu'il y a une maladie qui arrive, ou des maladies, qu'on se met à compter de la Covid-19 dans la population. Et là, magie, vous trouvez aucun décès dans cette population-là lié à la Covid-19. Avec un tel schéma, vous n'avez pas compté les décès post-vaccinaux, vous comptez que à partir de l'apparition, on compte de la Covid-19, vous dites, ah bah j'ai aucun décès Covid-19 dans la population, ça marche nickel, effet vaccinal 100%. En face, vous avez des non-vaccinés, même population, même part des personnes fragiles. Sauf que là, à partir du moment où vous commencez à compter la Covid-19, bah vous comptez des décès. Il y a des personnes fragiles qui décèdent en lien avec ce que vous comptez de Covid-19. Donc là, vous avez exactement le nombre de décès qu'au-dessus, donc vous avez la même population à la fin, sauf que chez les non-vaccinés, vous avez attribué tout ça à la Covid-19, alors que chez les vaccinés, vous n'avez rien vu, puisque c'est l'injection qui a créé les décès. Et donc, si ce schéma-là existe, du coup, quand Epifar fait son étude d'efficacité vaccinale, il est en train de comparer ce moment-là à ce moment-là, ce qui est un biais énorme puisqu'il ne compte pas, il n'est pas capable de compter et de relever s'il y a des décès post-injection, il s'en fiche, vu qu'il compte que la Covid-19. Et donc faire une étude sans biais, c'est regarder les décès et hospitalisations toutes causes en faisant un appariement correct, on abandonne le modèle de Cox, ça ne sert pas à grand-chose, au moins au début si on fait un appariement correct, et on regarde en décès toutes causes de façon à s'affranchir des biais. Et ça nous montrera si la vaccination apporte vraiment quelque chose de positif dans la population, s'il y a réellement moins de décès. Ce que je suis en train de dire sur les décès, je l'ai déjà dit la dernière fois, mais je vais le redire, sur le biais Covid, la Cour des comptes, quand elle écrit son rapport critique sur les soins critiques d'ailleurs, elle nous explique très bien qu'elle est très consciente du fait que les statistiques Covid sont biaisées et ne reflètent pas du tout la réalité et qu'il faut bien en phase des hospitalisations Covid et décès Covid, nous parler décès toute cause et hospitalisation toute cause pour savoir s'il se passe vraiment quelque chose. Parce que juste à partir du moment où on compte de la Covid, bah oui, on en trouve, mais on ne sait pas si c'est vraiment beaucoup plus. Et globalement,
Si nous vivons actuellement une épidémie mortelle avec une maladie qui se propage de manière énorme et qui tue énormément de gens, et qu'en face, on a un vaccin qui protège à 90%, alors il va forcément se passer quelque chose sur les décès et hospitalisations toutes causes. S'il ne se passe rien, si l'on n'arrive pas à le détecter, c'est soit qu'en fait il ne se passe pas grand-chose et donc que la politique est inutile, soit que le vaccin n'arrive pas à faire ses preuves et donc que la politique est inutile. Donc il faut absolument avoir le contrôle en décès, hospitalisation, toute cause. Et puis pour terminer, ça a juste été mis à la fin du document, juste parlons bien, à la fin du document d'Epiphare, il nous donne en brut le nombre de vies sauvées et d'hospitalisations sauvées. Juste parlons en hospitalisation sauvée, vous faites les calculs avec les 2 études, donc les gains vaccinaux qui sont proposés par Epiphare, c'est-à-dire des gens qui sont hospitalisés non vaccinés versus ceux qui sont vaccinés. Et donc, vous faites le calcul de qu'est-ce qui se passe si on vaccine toute la France. Eh bien, l'étude d'Epiphare nous dit ça sauverait, ça éviterait 25 000 hospitalisations. C'est ça le calcul qu'il faut faire à la fin, en brut, avec les données Epiphare. 25 000 hospitalisations en moins avec cette politique du tout vaccinal. Sur à peu près quasiment 1 200 000 hospitalisations complètes par an et au moins autant hospitalisations d'urgence d'une journée par an. Donc il y a quand même 2,4 millions de passages, mais je prends que les hospitalisations complètes, histoire de vraiment de mettre dans le cas le pire. 25 000 hospitalisations évitées sur 1 200 000, ça se voit pas. Non, c'est même pas 1 200 000, j'ai des bêtises, je suis en facteur 10, c'est 12 millions. Pas 1 200 000, c'est 12 millions, pardon. 12 millions d'hospitalisations complètes par an. Donc 25 000 sur 12 millions, ça ne se voit pas. Vous ne pouvez même pas l'afficher graphiquement. C'est tellement c'est ridicule, ce gain. Et à côté, vous regardez ce que ça coûte. L'État nous annonce 5,7 milliards pour la politique du tout vaccinal pour l'année prochaine. Sur un coût des soins hospitaliers annuels qui sont de 97 milliards, ben ça se voit, c'est 6%. Donc on est en train de consacrer 6% des moyens à la politique du tout vaccinal pour que la Covid, uniquement la Covid, sachant que le nombre que nous dit Epiphare d'hospitalisations qu'on enlève, il est complètement invisible. Ça n'a pas de sens. Il n'y a absolument aucun rapport entre les moyens qui sont mis et ce qu'on essaye de récupérer. Il n'y a pas le moindre rapport entre les deux. Et ça, c'est une preuve de plus que tout ce qu'on vit depuis 2 ans, ça n'a absolument pas le moindre rapport avec la santé des gens. Voilà, merci à vous. J'espère que je ne vous ai pas noyé avec autant de chiffres et autant de considérations statistiques.